Merci Germaine Anastasie Diouf. Nous recevons sur ce plateau Adama Gaye, journaliste de formation, consultant international. Avec lui, nous allons parler de l'affaire Vincent Bolloré, du nom du riche homme d'affaires français, mis en examen pour corruption dans l'attribution à son groupe de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. Bonsoir, M. Gaye. Bonsoir. Bonsoir. Qu'on ne s'y trompe pas, Franck Timis, Vincent Bolloré et toute cette faune sont pareils. Ils cajolent les dirigeants des États africains pour mieux leur soutirer les biens précieux de nos pays. Ces propos, les vôtres, vous avez valu la colère et une plainte de Vincent Bolloré. À ce moment-là, aviez-vous dit tout haut ce que les autres pensaient tout bas? Oui, j'avais, je pense, dit certaines vérités qui n'étaient pas évidentes à ce moment-là. Je crois que, d'une part, ce qui arrive à Vincent Bolloré aujourd'hui et le fait que lui et moi, en personne, lui et moi, nous nous soyons retrouvés devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, précisément pour ces propos que j'ai prononcés, et que la justice française a tranché, je pense, dans une large mesure par rapport à ce que je voulais. Ça indique qu'il y avait bel et bien raison d'avancer ces propos. Comme on dit en Wolof, le procès en question, voici les jugements. Ça s'est passé au tribunal de Paris. Je souhaitais quand même que cela puisse être vu par vos auditeurs, vos téléspectateurs. L'ensemble des minutes du tribunal de Paris, le 28 mars, à la suite donc de la plaidoirie de mes avocats, essentiellement des Sénégalais que j'ai pris sur la place de Paris et un sur la place de Dakar. Et cela s'est terminé comme je le souhaitais. Il demandait beaucoup d'argent, mais la justice a décidé d'un franc symbolique. Il voulait avoir 50 000 euros, c'est-à-dire 32 500 000 CFA. Bien évidemment, les juges, de façon très futée, ne lui en ont accordé que 650 francs CFA, c'est-à-dire 1 euro. C'est une manière de dire que votre intimidation judiciaire ne passera pas. On ne m'a pas demandé de publier quoi que ce soit en termes d'excuses. Et je crois que depuis lors, par rapport à ce procès, et avant cela, le 24 janvier, quand un groupe de journaux, dont Le Monde et d'autres publications influentes, s'étaient rebellés contre la propension de M. Bolloré à vouloir museler la liberté de presse, tout cela, je pense, d'une certaine manière, a agi dans le subconscient des juges qui ont lu ce que nous avons écrit et qui ont décidé d'aller à l'assaut de M. Bolloré. Je crois que, d'une certaine manière, à l'âge de l'information qui est rapide et qui circule, il faut éviter de vouloir jouer, n'est-ce pas, les matamors comme M. Bolloré a tenté de le faire. Revenons sur cette affaire. Vous aviez flairé l'anguille sous roche dès le début. Quels peuvent être aujourd'hui les prochains secrets de cette affaire? Ben, je pense que la première chose, c'est que aujourd'hui, la volonté de se poser, n'est-ce pas, en Deus ex machina, volonté d'écraser tout sur son passage, comme tente de le faire M. Bolloré, cela appartient à des méthodes du passé. Et les juges qui sont allés à son assaut, comme je l'ai dit tantôt, ont compris cela, qu'il ne peut plus y avoir de justiciable au-dessus de la justice, n'est-ce pas? M. Sarkozy a été convoqué, M. Bolloré l'est également devant la justice française. Il devra répondre véritablement à des questions bien senties qui lui seront posées, parce qu'il a pratiqué comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, s'imaginant qu'il était en territoire conquis sur le continent africain, avec l'aide de dirigeants qui lui facilitaient la tâche. Or, aujourd'hui, à la fois, il y a ces juges, il y a des personnes comme nous, simples, mais qui n'acceptons pas, n'est-ce pas, que M. Bolloré, Macron ou n'importe qui essaie, n'est-ce pas, d'attenter à notre liberté. Nous les poursuivrons même dans leur propre pays. Et c'est pourquoi je suis content de ce que le verdict ait été donné en France, où M. Bolloré a été vraiment, véritablement assommé, au point qu'il n'a pas eu le courage de demander un appel par rapport au verdict qui a été donné par les juges. Monsieur Gaye, vous parlez de cette facilité dont a fait preuve M. Bolloré. Est-ce que c'est plus facile de venir faire des magouilles ici sur le continent africain que sur un autre continent, par exemple? Écoutez, la corruption, c'est quelque chose d'assez général. Ça existe partout. Vous voyez ce qui se passe au Brésil avec le président Lula qui est arrêté. Vous voyez l'opération main propre menée, que ce soit en Chine, le président coréen qui a été arrêté. Si vous regardez à travers le monde, M. Sarkozy, M. Bolloré lui-même, vous voyez qu'il y a des pratiques de corruption partout. Ce qui se passe en Afrique, c'est malheureusement le fait qu'il y ait des dirigeants qui ne soient pas patriotes. Parce que cette corruption-là, c'est à l'avantage de l'étranger. Ça ne reste pas dans le pays. On donne les sociétés d'État, les ressources naturelles, les contrats, tout
à l'étranger, et de sorte que quand on parle de croissance économique de 7 ou 8 ou 10 ou 12%, en réalité, les populations n'y voient rien. Seuls les flibustiers venant de l'extérieur et leurs partenaires intérieurs, notamment, entre guillemets, les chefs d'État qui ne sont que de nom, et autres acteurs autour d'eux qui ont profité de la démocratisation, sont ceux qui en profitent. Et les populations sont laissées en rade. Aujourd'hui, il n'y a pas de revenus, les populations ne trouvent pas d'emploi, il y a des grèves à n'en plus finir, le secteur de santé ne marche pas. Ce qui se passe ici, vous pouvez le trouver ailleurs. Or, au XXIe siècle, le continent africain peut revendiquer, n'est-ce pas, le leadership mondial. Il y a quelques mois, j'étais invité en Arabie Saoudite. Le roi d'Arabie Saoudite avait organisé une grande conférence, a invité quelques personnes dont j'en faisais partie. Et parmi les intervenants, il y avait le président émérite de l'université de Harvard, Larry Summers. Et il a dit, dans 200 ans, ce qui comptera, ce ne sera pas les tweets de M. Trump, le débat sur le Proche-Orient, ou bien les petites querelles ça et là. Ce qui pèsera dans 200 ans et dont on se souviendra, ce sera que, les pays en développement auront rattrapé les pays industrialisés. Et deuxièmement, la révolution technologique sera le plus grand fait du siècle avec l'intelligence artificielle. Or, les pays africains et le continent africain dans son ensemble sont parmi les mieux placés, n'est-ce pas, pour pouvoir bénéficier à la fois de ces deux éléments, de ces deux leviers à la fois dont j'ai parlé, qu'il s'agisse de la révolution technologique et du rattrapage économique. Malheureusement, si vous avez des dirigeants qui se compromettent avec des prédateurs, genre Franck Timis, M. Bolloré, qui aujourd'hui se trouve poursuivi en justice, et tant d'autres de cet acabit, ben, écoutez, la chance qui nous est donnée aujourd'hui risque d'être jetée à l'encan. De quelle sorte de dirigeants avons-nous besoin? Mais nous avons besoin de dirigeants nationalistes, patriotiques, visionnaires, rigoureux, compétents, n'est-ce pas, et qui soient proches des populations, qui mettent, n'est-ce pas, l'intérêt national et continental au-delà de leur intérêt personnel. Or, malheureusement, nous avons les sanctions qui ont compris que accéder au pouvoir par la voie des urnes était le meilleur moyen d'accéder au banquet de l'État. Malheureusement, c'est ce que nous avons au Sénégal avec Macky Sall, c'est ce que nous avons un peu partout sur le continent. Regardez ce qui se passe. C'est une catastrophe, parce que ces gens-là, c'est comme s'ils sont écervelés. Ils ne comprennent pas la chance qui est offerte à ce continent africain. Et ils veulent terroriser les gens, les menacer. Ah non, avec moi ça ne peut pas passer. Mais pourtant ce problème de corruption sur le continent ne date pas d'hier. Est-ce qu'on aurait dû venir voir, est-ce qu'on aurait pu prédire cette affaire, ou du moins s'y attendre quand même? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la magnitude, c'est l'échelle, n'est-ce pas, de la corruption. La corruption à l'époque, du temps des socialistes au pouvoir au Sénégal et un peu partout en Afrique, c'était prendre une maison ici, envoyer son fils à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on parle de milliards. On parle du frère du président qui a une banque à la place de l'indépendance de Dakar, alors qu'il y a 20 ans, il n'avait rien. Mais ça n'a pas commencé avec Macky Sall. Mais bien sûr que je vous dis oui, que ça existe, mais la magnitude, la dimension, ça a été accéléré par Abdoulaye Wade et amplifié davantage par Macky Sall. Et aujourd'hui, il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des problèmes sérieux dans ce pays et qu'il ne peut pas empêcher les gens de parler. Impossible. Pour revenir à la situation dans le pays même, y a-t-il des risques que le Sénégal soit mentionné dans cette affaire? Si oui, jusqu'à quel niveau? Je pense que, vous savez, ce que j'appelle moi la tectonique des plaques, le mouvement dynamique porté par l'Internet, les technologies de l'information, les mutations qui s'opèrent et la transversalité de l'information, tout cela et ce besoin de transparence, n'est-ce pas, ça fait qu'il y a le risque d'un effet boule de neige. Il est évident que les gens vont commencer à parler de ce qui s'est passé au Sénégal. Monsieur Bolloré est allé récupérer le port de Lomé en 2010 en évinçant celui qu'il avait utilisé comme sous-main, M. Jacques Dupuy-Body, qui est un ressortissant espagnol. Il croyait sa sortie d'affaire. Cela n'a pas été le cas. Le gars s'est retourné contre lui. Dans le cas de la Guinée-Conakry, notre vieil ami Alpha Condé, arrivé au pouvoir, se permet de dire... qu'il est pour quelque chose dans l'élection d'Alpha Condé. Oui, mais bien évidemment, c'est évident. Parce qu'il a envoyé son groupe de communication là-bas et il lui a donné les moyens pour mener campagne. Il est vrai qu'Alpha Condé a lutté pendant longtemps pour la démocratie, je le connais, c'est un vieil ami. Mais Alpha, malheureusement, s'est permis de dire que oui, je peux donner le port à un ami, c'est mon droit. Non.
les gens veulent ce qu'on appelle en anglais le due process, due diligence, qu'on permet de faire des études transparentes et ouvertes. Parce que si nous voulons que l'Afrique du 21e siècle se mette en place, il faut que ces processus-là, ces procédures-là soient respectées, que la transparence que nous revendiquons, n'est-ce pas, ne soit pas un vain mot, ne soit pas seulement un verbe. Malheureusement, ces gens qui sont arrivés au pouvoir se mettent à contre-courant de l'histoire. Ils s'imaginent qu'arriver au pouvoir, c'est enrichir sa famille, enrichir ses amis, se remplir les poches, aller se mettre des comptes à l'extérieur. Or, malheureusement, ils oublient qu'au-delà de l'information portée par ce que j'appelle cette technologie de l'information, vous avez également des nouvelles lois à compétence universelle qui sont votées, le FCPA aux États-Unis, le Serious Fraud Office en Angleterre, et même en France aujourd'hui des juges comme le juge Serge Tourner qui a poursuivi Nicolas Sarkozy et qui a poursuivi aujourd'hui M. Bolloré. Alors ces juges-là existent, il y a des lois qui sont là qui permettent d'aller, n'est-ce pas, le plus loin possible, arrêter les gens. Je pense qu'il y a fort à parier que dans cette histoire-là, qu'on puisse venir dire, il faut qu'on fouille également, qu'on farfouille, j'allais dire, ce qui s'est passé au Sénégal en 2012. Parce que certains se gaussaient de dire qu'on est amis de Bolloré, de telle sorte que certains ont pensé qu'il a financé des médias dans ce pays et des campagnes électorales. Il faut qu'on aille jusqu'au bout des choses et qu'on sache exactement si notre démocratie, nous allons laisser les gens la trucider, la travestir au profit de leurs propres intérêts. Non, c'est pas acceptable. Justement, en parlant de Bolloré, est-ce que vous pensez que c'est que la pointe de l'iceberg et qu'il y aura d'autres gros noms qui risquent de tomber d'ici peu? C'est peut-être juste le gros poisson qu'on vient d'attraper, non? Si vous regardez dans le monde entier, c'est quelque chose qui se passe de cette manière-là. C'est presque partout. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous permettre de vous appeler Bolloré et de venir et dire « je fais à ma guise ». Je vous signalerai une chose. M. Bolloré est quantité négligeable. Bien qu'on le célèbre en Afrique, moi il y a quelques jours j'étais en Éthiopie pour modérer un panel avec le président de l'Union africaine et le nouveau Premier ministre éthiopien sur la paix et la sécurité sur le continent. Et donc, j'étais dans une position de regarder les télévisions étrangères. Sur les chaînes étrangères anglo-saxonnes les plus importantes, pour ne pas les nommer CNN ou BBC, on ne mentionnait pas le nom Bolloré. Donc, je pense que c'est une affaire régionale francophone relevant de la France-Afrique, bien que M. Bolloré opère ailleurs. Et sous ce rapport-là, c'est ici qu'on doit le régler. Il faut qu'il y ait des élites qui se mobilisent, comme on le faisait à l'époque. Il faut que la classe politique se ressoude et qu'on commence à mettre en avant nos intérêts. C'est pas de la littérature, c'est pas de la litote, c'est une évidence. Il faut qu'au XXIe siècle, le continent africain soit gouverné par des leaders capables. Un Sud-Africain avec qui j'ai voyagé quand je rentrais d'Éthiopie m'a dit « Mais je ne comprends pas, quand je suis dans la salle de réunion des chefs d'État au niveau de l'Union africaine, j'ai honte. On n'a pas de leader. Il n'y a pas de leader. C'est tragique. Dans un contexte où le savoir, le savoir-faire, l'économie du savoir, c'est ça qui détermine la compétition internationale, avoir des gens qui ne savent même pas articuler une vision claire, qui se font commander des rapports plan Sénégal, échec, je ne sais plus comment on appelle, mais attention, c'est pas de cette manière-là qu'on peut avancer. Il faut que, pour ce qui concerne le Sénégal, dans le cadre de l'élection qui va venir, qu'on puisse mener des débats ouverts, transparents, sérieux, au fond des choses, n'est-ce pas, de sorte qu'on ne puisse plus porter à la tête de nos pays des voleurs. Une dernière petite question en parlant de leader fort. Aujourd'hui, avons-nous ici au Sénégal des raisons d'être fiers d'Abdoulaye Wade qui avait préféré Dubai Port World au groupe Bolloré? Écoutez, moi je ne me laisse pas entraîner par les sentiments et les mouvements, n'est-ce pas, de foule. Non. Abdoulaye Wade a commis des erreurs. Fondamentalement, il a voulu mettre son fils à la tête de l'État. Il était élu pour la démocratisation, il a voulu œuvrer pour son fils. Mettons ça de côté, c'est saillie momentané là, c'est pas ça qui m'impressionne. Je connais Abdoulaye Wade depuis près de 1975, n'est-ce pas? Nous avons cheminé ensemble. Et je lui dis cela chaque fois, dans son bureau et partout ailleurs. Arrêtons-nous à ce sentimentalisme-là, regardons les choses en profondeur. Monsieur Abdoulaye Wade fait partie du problème. C'est lui qui a permis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall. C'est lui qui l'a créé, qui l'a fabriqué, qui l'a encouragé, qui lui a donné toutes les facilités. Donc, si Macky Sall a fait venir Bolloré, quelque part, M. Abdoulaye Wade y est pour quelque chose. Merci. Alors, j'aimerais quand même, avant de vous laisser, dire une chose. C'est avec plaisir que je suis venu ici répondre à votre invitation. Je suis content de savoir qu'il y a, dans un contexte difficile, des jeunes qui font l'effort de créer. Et je voudrais, sous ce rapport, saluer véritablement
ce que notre sœur Maïmouna Ndour Faye a initié ici. Je lui souhaite toutes les chances de réussite. Je crois qu'il faut l'appuyer, l'accompagner. C'est un effort méritoire qui mérite d'être salué et encouragé. Et vous aussi qui êtes avec elle, je vous souhaite bonne chance. C'est de cette manière-là qu'on construit des champions. Il faut que les États soutiennent ces champions africains nationaux au lieu de brader nos biens pour les donner à des extérieurs qui viennent ici, qui n'ont pas plus de capacité que nous. Merci, M. Gaye.